on va commencer cette table ronde. Je m'appelle Pierre-Marie Bonneau, je suis conservateur de bibliothèque, donc j'animerai cette table ronde. Cette table ronde est composée donc, dans l'ordre d'Oriane Ledroit, directrice de la mission SONUM à l'Agence du numérique, de Paula Forteza, députée de la 2e circonscription des Français de l'étranger pour La République En Marche et rapporteur du groupe de travail La démocratie numérique et les nouvelles formes de participation citoyenne. Hervé Groléas, directeur de l'innovation numérique et des systèmes d'information à la métropole de Lyon. Lisa Lombardi, qui est coordinatrice de l'Agence du numérique digital Wallona et ambassadrice de Watifi, une initiative de la Commission européenne qui encourage les entreprises à penser le numérique, à la transformation numérique. Et M. Pascal Plantard, qui est enseignant-chercheur à Rennes 2, spécialisé dans l'anthropologie et les usages des technologies de l'information et de la communication, si je ne m'abuse. Et vice-président de l'Université de Rennes 2. Voilà, donc, du numérique. Donc, le sujet de cette table ronde, c'est quelle action publique pour une société numérique. Donc, je vous propose donc d'aborder 2 thématiques avec des réponses assez brèves de chacun de nos participants pour dégager un maximum de temps pour un échange avec vous. Voilà, donc les 2 thématiques qui toucheront la souveraineté numérique et la redynamisation démocratique. Alors, si on en croit l'ANSSI, le SGDSN et le ministère des Armées, la souveraineté numérique passe par la cyberdéfense et la protection des intérêts nationaux dans le cyberespace. La Cour des comptes, l'administrateur des données, le gouvernement et l'Assemblée plaident en faveur d'une action publique transparente et collaborative via notamment le logiciel libre. Enfin, la CNIL et le rapport Villani s'attachent, eux, au développement de la capacitation numérique citoyenne. Comment, selon vous, pour concilier ces axes pour assurer au mieux notre souveraineté numérique? Plus encore, si on regarde les évolutions juridiques européennes, le RGPD, bientôt le Privacy Shield, est-ce qu'on doit envisager la souveraineté numérique à l'échelle européenne? Bonsoir, merci d'être là. Sur la question de la souveraineté, moi je crois qu'il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire que la souveraineté, parce que on a une vision un peu nationaliste ou protectionniste parfois de la souveraineté, alors que même si on revient à notre constitution, quand on parle de souveraineté, c'est le gouvernement du peuple. Voilà, donc moi je crois qu'il faut prendre la question de la souveraineté comme la question de redonner du pouvoir et de la maîtrise aux citoyens. Et donc que par exemple, quand on parle beaucoup de cette notion de souveraineté face aux GAFA, et je crois que la question de l'action contre les GAFA, ce n'est pas la question de l'action contre entreprises américaines, ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est que on a créé des monopoles qui cloisonnent le marché, qui font que de plus en plus, c'est difficile pour les citoyens de reprendre la maîtrise de leurs usages en ligne. Donc l'objectif n'est pas, par exemple, de créer des GAFA français ou américains ou de créer des champions français ou américains de copier ce modèle, mais plutôt de créer un modèle alternatif où il n'y ait plus cette possibilité de créer des géants qui limitent la liberté individuelle et sociale, disons, d'action à ce niveau. Sur ce sujet, bon, je ne veux pas être très longue, mais sur ce sujet, on commence à travailler au niveau des états généraux de la régulation qui ont été lancés par Mounir Majoubi pour pouvoir réfléchir à quelle sera la régulation de demain que nous devrons poser sur la table lors des campagnes européennes. Et donc, dans ce cadre, moi, j'essaye de réfléchir beaucoup sur la notion de régulation par la société.
où on peut en dire aussi que c'est une espèce de open regulation ou une régulation ouverte. Et c'est la notion de donner des outils aux individus pour qu'eux-mêmes puissent devenir acteurs de cette régulation. Voilà, on pourra rentrer un peu plus dans les détails, mais je voudrais plutôt laisser la parole au reste des intervenants. Merci. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, j'étais dans une autre salle et j'évoquais un sujet sur lequel je peux revenir, qui est un peu la spécificité du numérique, sur le fait que ce n'est pas un truc que les pouvoirs publics font seuls. On n'est pas comme sur la gestion d'un tramway ou d'un métro. C'est un truc qui foncièrement est partagé. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens, ça peut être un peu le bazar sur le territoire, mais il y a plein de gens qui s'emparent de ce sujet-là. Donc la question de la souveraineté, ça questionne sur quoi les acteurs publics doivent être présents de manière impérative et sur quoi ils doivent lâcher la main. Et ça questionne notamment sur la question des plateformes, sur la stratégie plateforme et sur la loyauté des plateformes. C'est-à-dire comment s'assurer, d'une part, de limiter ce qu'on appelle l'asymétrie informationnelle, c'est-à-dire qu'on donne à voir à l'usager autant d'informations qu'il nous en donne. Et comment est-ce qu'on s'assure aussi d'une équité de traitement économique et donc d'éviter ce qui était évoqué, la question de la mise en place des monopoles. Donc je pense que cette réflexion de souveraineté, elle questionne sur le rôle de l'acteur public, sur son centrage, j'allais dire sur son core business, sur son cœur de métier, de matière à éviter des dérives, mais tout en étant aussi dans une démarche, une posture qui a été très largement évoquée ce matin, d'ensemblier, d'animateurs du territoire, de rendre les choses possibles avec un grand nombre d'acteurs dans leur diversité. Donc voilà ce que je voulais évoquer sur cette question de souveraineté, bien se questionner sur le rôle de l'acteur public. Alors moi, je crois qu'effectivement, c'est une question très importante qui se pose de l'intervention publique finalement dans cette société numérique. Et on a parlé de monopoles qui s'installent, de GAFA, bon, il y a les BAT en Chine, il y en a d'autres également. Aussi de la question de pourquoi finalement ces monopoles se sont installés. C'est probablement parce que ce sont les plus à même de répondre finalement aux besoins de la population, parce qu'ils fournissent des services qui effectivement sont parfaitement efficaces et pour des coûts qui sont majoritairement, si pas gratuits, ou en tout cas une gratuité cachée pour l'utilisateur, mais en tout cas à faible coût. Et donc, je dirais qu'aller contre finalement l'évolution de ce genre de monopole, ce serait probablement un combat d'arrière-garde. Par ailleurs également, il y a, je pense, pour le moment, un grand questionnement au niveau de l'Europe par rapport au fait de réguler ou pas finalement toutes ces évolutions. Et on l'a vu encore hier avec la directive copyright qui est sortie au niveau européen, où on voit que finalement, d'un côté, on cherche à protéger les droits d'auteur des journaux et des sociétés de presse, mais que d'un autre côté, probablement, on va renforcer aussi finalement ce principe de surveillance finalement des contenus qui sont postés via les plateformes. Et donc, d'une certaine façon, se pose la question également de la protection de la vie privée des utilisateurs, ce qu'on essaye par ailleurs de renforcer via le GDPR. Donc tout ça prouve que finalement, je pense qu'au niveau européen, on est vraiment dans un grand questionnement par rapport à toutes ces évolutions et à la capacité de l'Europe de façon générale à réguler ces évolutions. Mais je pense que ce sera probablement un débat aussi à avoir, c'est qu'au centre de tout ça, il y a également le pouvoir de décision de l'utilisateur, qui pour moi est vraiment crucial. Et je pense que le rôle finalement de l'intervention publique, de plus en plus, va devoir s'articuler autour de la sensibilisation de l'utilisateur à sa responsabilité aussi sociétale par rapport à ses usages numériques. Voilà. J'ai insisté tout à l'heure pour qu'on me présente comme vice-président, parce que beaucoup me connaissent comme chercheur sur les sujets. Et effectivement, être vice-président d'une université, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un poste d'élu. Et ça renvoie donc à la question de la prise de décision politique, et pas pour une toute petite communauté, puisque mon université comprend 24 000 étudiants, parce que 24 c'était bien. Et en fait, nous travaillons à l'échelle du site universitaire rennais qui pèse 60 000 étudiants, ce qui n'est pas une petite surface. Alors nous, il nous est arrivé une aventure l'année dernière. Je vais être très concret dans un premier temps, puis je vais essayer d'en tirer quelques conclusions un peu plus générales.
Le président Macron rencontre les GAFA au printemps dernier et le lendemain, Google annonce qu'il installe son centre de recherche en intelligence artificielle sur le plateau de Saclay et son Google Atelier, le premier Google Atelier mondial à Rennes, dans mon jardin, avec l'objectif de lutter contre la fracture numérique. Alors, on est dans un espace où on débat de médiation numérique. Il est vrai qu'on assiste quand même à un retour très important de la notion de fracture, dont on sait quand même qu'elle est piégée. L'atelier Google est inauguré 7 semaines après, le 8 juin. Vous imaginez nos temporalités à nous pour prendre une décision. C'est-à-dire que moi, dans le fonctionnement ordinaire de mon université, 7 semaines pour embaucher quelqu'un, c'est un record. Donc là, pour monter un atelier, c'est quand même très, très compliqué. Perplexité quand même un peu générale, puisque ça a été annoncé au niveau de l'État et Google fonctionne de manière assez descendante dans ses stratégies. Un atelier censé lutter contre la fracture numérique en plein centre-ville, ça paraît assez curieux. On est en train de regarder un petit peu plus près leur type de public. C'est absolument pas le public de la médiation numérique ou les publics exclus qui sont visés, mais globalement les jeunes et les étudiants. Vous voyez qu'on s'est posé assez vite la question. Alors, quand on a commencé à débattre de ça à l'échelle des bureaux d'université, on va dire on se retrouve assez vite dans des situations où finalement les débats ne sont pas très étayés. C'est là que la double position de chercheur et de VP peut être utile, c'est-à-dire qu'il y a assez vite des gens qui vont être pro ou qui vont être contre, les médias s'emparent de tout ça. Et il faut prendre un peu de distance. Donc, j'ai rappelé 2-3 éléments assez importants, l'évasion fiscale, la protection des données, des trucs tout à fait ordinaires, le transhumanisme qui est derrière quand même une partie des modèles des GAFA. Petit à petit, j'ai vu que mes collègues commençaient à saisir la situation. Donc, à un moment donné, on a mis en place un groupe de travail permanent sur la question Google. Vous voyez que ça peut préoccuper des universitaires de manière très, très importante, qui a commencé à dialoguer avec les élus de la ville. Et ça aussi, c'est très important. Dans nos autres travaux, on dit souvent que les questions numériques sont des questions de territoire, qu'elles sont systémiques et situées en même temps. Donc là, la question d'un groupe permanent de travail dessus, c'est quand même pas une petite question. Puis on a élargi le débat à la région, puisque vous savez que les régions interviennent beaucoup dans l'enseignement supérieur, ne serait-ce que dans les infrastructures. Et finalement, on a décidé, comme ça a été dit, ça a été esquissé, lutter contre Google en frontal de Rennes avec nos petits bras, c'est quand même un poil compliqué. Par contre, négocier à l'échelle interuniversitaire en mobilisant la région, c'est peut-être une autre affaire. Et peut-être qu'effectivement, dialoguer avec eux à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Donc on a entrepris un travail de négociation, effectivement. Ils sont installés maintenant. Donc on fait une espèce de négociation post-installation pour qu'ils s'installent dans notre écosystème et qu'ils ne piratent pas notre écosystème numérique. S'ils sont installés à Rennes, c'est qu'il y a énormément de ressources technologiques, y compris en éducation, formation, etc. On a commencé à travailler sur l'idée d'une charte de développement numérique du territoire. Moi, ça me paraît quand même pas tout à fait normal que les contribuables ligériens et bretons payent 2 milliards d'euros pour monter Mégalis, qui est notre très haut débit local, et que la moitié de la bande passante de Mégalis soit utilisée par YouTube. Donc voilà, il y a des questions quand même citoyennes qui se posent. Premier niveau donc, de réponse à un niveau politique. Deuxième niveau de réponse, j'ai entendu tout à l'heure, effectivement, ce n'est pas forcément le boulot des universitaires que de monter des plateformes concurrentes. Enfin, ça se fait dans un autre espace. Mais par contre, donner, avoir et organiser des formations pour que les étudiants aient accès à des ressources publiques, il existe des ressources publiques, des ressources libres, il existe des ressources libres qui sont quand même la plupart du temps cantonnées dans des espaces d'usagers qui sont très très limités. Et troisième élément dont je suis très fier, j'avoue, c'est de se dire que peut-être que nous, on avait une responsabilité à l'installation des GAFA, au fait que ce soit si facile finalement
Alors, j'ai décidé de monter une mineure. Alors, qu'est-ce que c'est une mineure? C'est un dispositif de formation qui s'adresse aux licences 1, donc ils sortent du lycée. Cette mineure s'appelle Culture numérique. Et je crois qu'on l'a montée en une semaine avec l'objectif de faire réfléchir les étudiants à leurs pratiques numériques, en particulier Google, Facebook, etc. On l'a monté en une semaine en pluridisciplinaire, etc., ce qui est assez incroyable. On a ouvert les inscriptions. En 3/4 d'heure, on avait 200 étudiants inscrits sur cette rentrée. Ça a été totalement bricolé. L'objectif, c'est que l'année prochaine, on en fasse 10 à l'échelle des 2 universités rennaises, que l'année suivante, on en fasse 100. On arrive à 20 000 étudiants. Et donc, en 2020, qu'on offre ça ou des dispositifs de ce type-là à l'ensemble des étudiants rennais. Je pense qu'il y a une vraie question éducative du lycée à l'université, qui est que si on continue à considérer que finalement les usages des grandes plateformes se développent naturellement, on en oublie notre responsabilité d'acculturation, d'accompagnement, etc. Et c'est en ça que ça rejoint, à mon avis, la question de la médiation numérique. J'ai été un peu long peut-être. Oui, bonjour à tous. Moi, 3 points rapidement, parce que je pense que c'est juste pour rebondir à ce qui a été dit. Premier sujet, effectivement, la question la transition numérique, elle bouscule l'action publique, elle redéfinit la légitimité des pouvoirs publics à intervenir, les modalités d'intervention, son périmètre aussi. Nous, c'est quelque chose dont on a conscience en tant qu'acteur public, en tant que travaillant dans une mission de service public. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile à adresser parce qu'en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. Aujourd'hui, on est confronté à un monde qui évolue très vite, des pratiques, des usages qui évoluent très vite. Et finalement, on n'a pas forcément une solution sur étagère qui nous permet d'adresser, de construire des modèles de coopération. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est ouvert, c'est un sujet qui est en chantier et c'est un sujet qui est passionnant. Mais voilà, donc l'action publique, elle est perturbée, transformée, et on essaye tous, je pense, un peu, avec cette idée de l'intérêt général, de trouver des façons de faire, de trouver des nouveaux formats, de trouver des outils de coopération qui sont satisfaisants. Deuxième sujet, nous, donc la mission Société numérique, on travaille sur ces questions d'inclusion numérique, on travaille sur ces questions d'empowerment. Et donc, quand on parle de souveraineté, au-delà de la transformation de l'action publique, on parle, et Paula Forteza l'a très bien dit, la souveraineté, elle passera par la capacité du peuple à adresser ces questions. Or, aujourd'hui, on a déjà un problème sur notre capacité à être inclus dans cette société numérique. Aujourd'hui, le ministre était là pour ça ce matin. Aujourd'hui, on a 14 millions de personnes qui sont pas du tout utilisateurs des outils numériques ou qui se sentent pas compétents pour le faire. 15 millions de personnes, c'est énorme. Et c'est des chiffres qui sont vérifiés, parce que parfois on utilise ce chiffre de 15 millions de personnes et puis en fait on nous dit non mais c'est une blague. Bah non, en fait, c'est pas une blague. Et franchement, c'est vraiment pas drôle. Donc c'est vrai que cette question de souveraineté, en fait, elle est effectivement, elle passera par la mise en responsabilité et la mise en capacité. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'est même pas à ce niveau-là. Sans être pessimiste, on n'est même pas à ce niveau-là. En tout cas, on n'est pas tous à ce niveau-là. Et c'est une étude aussi à laquelle Pascal Plantard a participé, à laquelle la FIG a participé, sur la question de la capacité. Donc, quelle est la réalité des bénéfices que tirent les Français du numérique aujourd'hui face à cette promesse d'accès à la connaissance, d'accès au savoir, de participation politique, de lien social, etc. C'est pareil, on a des chiffres qui donnent à voir quand même une réalité d'une société numérique qui est plurielle, qui n'est pas aboutie, qui ne se fera pas parce que le numérique arrive et qu'il est bien là et que de toute façon on n'a pas le choix. Voilà, donc la question que tu posais, Pierre-Marie, je pense qu'elle adresse ces deux sujets. La transformation de l'action publique,
Et ça, c'est franchement pas facile à adresser. Et la réflexion de numérique en commun, c'est aussi se dire, on est un peu tous à essayer dans notre coin. Peut-être qu'un événement qui rassemble, qui pose des préoccupations communes, qui rassemble des faiseurs, toutes origines confondues, peut-être que ça va nous permettre d'aller plus loin dans cette construction d'outils, de solutions. Et puis cet enjeu de la montée en compétences, dont on partage largement l'urgence, qui est adressée sous le terme de souveraineté numérique. J'avais une question pour vous. Qui utilise Waze ici dans la salle? Est-ce que vous seriez d'accord qu'on vous empêche d'utiliser Waze? Voilà, je crois que ça c'est un exemple. Oui, il y en a qui sont d'accord quand même qu'on les empêche d'utiliser Waze. Ça, je crois que c'est vraiment un exemple qui est hyper parlant, quoi. Voilà, il y a finalement une petite partie quand même de la salle ici qui utilise Waze. Du coup, quand on est utilisateur de Waze, on a l'impression d'être un peu au-dessus de la mêlée, quoi. On se dit, non, mais c'est vrai. On se dit, moi, j'ai le super pouvoir qui, en fait, va m'empêcher de suivre tous ces idiots qui sont dans les embouteillages et de prendre la tangente, quoi. Sauf qu'en fait, plus il y a finalement de personnes qui sont en mesure d'avoir ce super pouvoir, plus, en fait, ça va créer de nuisances dans les quartiers, en fait, qui sont du coup pris comme passage alternatif chez Waze. Et chez nous, voilà, je parlais de ce que je connais, puisque je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, ça commence vraiment à poser de sérieux soucis autour de Bruxelles, parce que finalement, les quartiers qui étaient des quartiers résidentiels hyper tranquilles jusqu'à présent, en fait, maintenant, sont vraiment pris d'assaut par tous les gens qui essayent par tous les moyens, finalement, d'éviter les embouteillages. Et donc, voilà, là, je pense que c'est vraiment un cas concret de comment, finalement, les pouvoirs publics doivent se positionner par rapport à ce genre d'évolution, parce que c'est une évolution du numérique. Il y a des maires qui vont vouloir interdire l'utilisation de Waze. Alors, je me demande franchement comment ils vont faire. Voilà, enfin, ils vont brouiller les ondes voilà, sur leur commune, j'en sais trop rien. Il y en a d'autres qui veulent essayer de pouvoir influencer Waze d'une façon à, par exemple, essayer que certaines rues ne soient pas prises en compte dans les calculs itinéraires, etc. Et donc, voilà, je pense que c'est typiquement un cas concret de questionnement pour les pouvoirs publics. Je pense que Madame voulait réagir, mais je ne sais pas si... Ce que je vous propose de faire, oui, c'est de réagir rapidement sur les questions propres à la souveraineté numérique avec 2-3 questions, et puis on passera à la thématique suivante, si ça vous convient. Bonjour, j'utilise Waze, pas pour évader des embouteillages. Je pense qu'une autre option est, parce que sinon on va droit dans le mur, je pense qu'une autre option est quand même de convaincre des gens qu'on peut utiliser une technologie et rester autonome devant des décisions qu'on prend, quoi. C'est pas la technologie qui les prend à notre insu, si vous voulez. Je peux réagir en 2 phrases à ça. Et là, on est entre nous, évidemment. La question que vous posez est une question absolument fondamentale. Alors, j'étais pas ce matin à la conférence de Dominique Pasquier, mais je sais comment elle travaille et ce qu'elle produit en ce moment comme boulot sur les usages, on va dire, des familles populaires. La question, si vous me permettez, je préférerais la reformuler dans ce type-là. C'est-à-dire qu'il y a, dans des questions de parcours individuel vis-à-vis des technologies, une forme de capital numérique qui serait co-formation de capital social, capital culturel, capital économique. Enfin, si on est dans les théories du capital, on voit bien que le capital numérique d'usage n'est pas, comment dire, suspendu en l'air. Il dépend d'où on vient,
de quel rapport on a eu avec les technologies, etc. Ce qui est préoccupant, ce qui est très, très préoccupant, c'est qu'il y a ça c'est une de nos spécialités au niveau du travail du GIS Marsouin, c'est que dès qu'on regarde les adolescents, on se rend compte qu'il y a des différences d'usage qui sont absolument dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a un niveau finalement d'usage qui, à mon sens, dans l'état actuel des choses, ne permettra pas à ces adolescents grandissant, devenant jeunes adultes, de développer eux-mêmes ce que vous appelez, qu'on peut appeler autonomie, émancipation, regard critique, enfin ce qu'on veut. Mais clairement, on a un vrai souci là. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important à pointer. Sur la question de la souveraineté numérique, avec des réponses assez brèves, ou alors on passe à la suite. Ici, monsieur là-bas. Ça marche. Oui. Alors oui. Raté. C'était pour faire une séquence publicitaire, puisque demain, il y a un atelier sur l'imagination de futures utopies algorithmiques souveraines. On abordera aussi la question de la souveraineté technologique, qui est un petit peu plus large que la souveraineté numérique, et que moi j'aborde plutôt à travers la vision de la souveraineté alimentaire, et donc comment on arrive à proposer au peuple d'avoir une certaine autonomie par rapport à un nombre d'usages et de nécessités vitales. Voilà, pour revenir un petit peu sur l'intervention de l'État aussi, je me demandais dans quelle mesure l'État, au-delà de la question de l'inclusion et de la régulation des GAFAM, pouvait aussi favoriser l'existence d'alternatives. Je pense à la fois à des collectivités qui pourraient proposer elles-mêmes aussi des services aux concitoyens et favoriser aussi l'éclosion de coopératives et d'associations à l'image des chatons, et donc dans quelle mesure des collectivités pourraient soutenir des chatons aussi pour que, à travers l'inclusion numérique, on ait aussi plus de possibilités d'alternatives à proposer à nos concitoyens. Les chatons, c'est une initiative de Framasoft qui, après avoir dégooglilisé Internet avec succès, si l'on peut dire, a essayé d'essaimer parce qu'ils n'avaient pas le sentiment de vouloir grandir. Et donc, ils ont proposé à qui voulait de s'inscrire dans une charte et un manifeste afin de proposer des services libres, ouverts, éthiques, transparents, neutres, solidaires. Oui, une des pistes qu'on est en train d'aborder dans ces états généraux de la régulation pour faire émerger des alternatives, c'est le croisement entre politique de la donnée et droit de la concurrence. Et donc, il y a des questionnements à se poser sur est-ce qu'on doit demander aux entreprises qui sont suffisamment grandes de cloisonner leur base de données par service. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Surtout, par exemple, Facebook, ça a été la raison pour laquelle j'ai décidé de fermer mon compte. C'est que lors du RGPD, ils ont mis en place tout leur, disons, politique de recueil de consentement. Sauf que la seule question qui n'était pas, où on ne demandait pas le consentement, c'était le partage des données personnelles entre les services de la même entreprise, entre Instagram, entre Facebook, entre WhatsApp. C'était aussi notamment la raison du départ du développeur de WhatsApp du board de Facebook. Lui, il n'avait jamais voulu que les données de WhatsApp soient partagées avec le reste des services de l'entreprise parce que ça donne une capacité de croisement de données, une capacité justement d'avoir une position dominante sur le marché, de pouvoir faire beaucoup plus de recherches, etc. Donc ça, c'est une des pistes qui est en train d'être réfléchie. C'est aussi en train d'être beaucoup réfléchi en Allemagne. Et la deuxième piste, aussi dans ce croisement, c'est de réfléchir à est-ce qu'il faut obliger les entreprises à partager leurs données, au moins avec des acteurs concurrents de leur même industrie, ou plus largement à les ouvrir au public dans le cadre de les réflexions autour des données d'intérêt général, qui était un principe qui avait été élaboré lors de la loi pour la République numérique. Donc voilà quelques-unes des pistes qu'on va pouvoir approfondir dans les prochains mois. Merci beaucoup. D'ailleurs, sur les questions des CGU, de Facebook et du RGPD, je vous renvoie au très bon article de Lionel Morel qui était là juste avant.
Alors donc, je vous propose de passer à la deuxième thématique qui concernera cette fois-ci la redynamisation démocratique. Dans son ouvrage Choix technologiques, choix de société, Richard Shklov, qui est cité d'ailleurs dans l'article récent d'un autre blog, Meuva le Web, affirme que les technologies sont des structures sociales. Elles affectent tous les membres de la société, qu'ils le veuillent ou non. La texture psychologique même de notre vie quotidienne reflète l'influence d'innombrables choix et pratiques auxquels nous ne participons pas. Olivier Hartscheit, d'ailleurs, un chercheur de l'Université de La Roche-sur-Yon, qui a écrit un livre qui s'appelle L'appétit des géants sur les questions algorithmiques et les GAFAM, ajoute « L'essentiel de nos interactions en ligne se résume souvent à une activité de pouce-bouton. Likant ici, repartageant, retweetant par là. Des clics qui nous fournissent l'excuse commode d'une présence au monde, tout en ne nécessitant aucune forme d'engagement et aucun autre coût cognitif que celui d'appuyer sur un bouton que l'on nous présente comme une solution pour nous faire oublier la dissolution de notre capacité d'agir. » Comment la puissance publique, décideurs locaux et nationaux, peut-elle recréer un sens démocratique, renouveler la volonté d'engagement citoyen? En d'autres termes, comment sortir, grâce à la technologie, de la défiance démocratique, défiance qui fait le jeu des populistes, il suffit de regarder la presse récente, dans laquelle elle semble, du moins pour partie, nous avoir conduits. C'est ça, donc personne sort de la salle sans avoir fait un plan en 3 parties. Peut-être 2 choses là-dessus. Je pense sur la réflexion défiance démocratique, technologie. Je pense que en fait, la technologie est un risque, le vecteur d'un risque pour accentuer cette défiance. On a parlé d'inclusion, je ne vais pas revenir dessus, mais je pense que ça peut... Enfin, nous, notre analyse sur les questions justement de compétences numériques, c'est qu'aujourd'hui, ça peut créer, voire accentuer déjà des phénomènes de société à double vitesse, et la traduction démocratique, enfin la traduction de l'attitude démocratique d'une personne exclue peut être... Enfin, comment dire, la technologie peut accentuer ce sentiment et accélérer ces fractures. Donc c'est un risque, et à la fois c'est effectivement, et on le voit dans plein d'initiatives, notamment que portent des territoires, des collectivités, c'est aussi un levier, enfin c'est aussi une solution si elle n'est pas considérée dans comment dire, comme une fin, mais plutôt comme un moyen pour aller plus facilement sur des temps asynchrones, etc., vers les gens. Tout ce qui est les dynamiques de Civic Tech, il y a des acteurs qui incarnent ces dynamiques avec des modèles vertueux dans l'événement. C'est intéressant à suivre. C'est des logiques qui sont encore embryonnaires, c'est des logiques qui sont encore à construire dans leur modèle pour aller chercher vraiment des citoyens qui sont pas déjà des citoyens qui peuvent s'exprimer par d'autres moyens, qui sont déjà du coup des citoyens qui ont droit à la parole, mais ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant. Donc j'ai envie de dire, c'est à la fois un risque, c'est à la fois une solution, ou en tout cas c'est un outil à mobiliser dans cette logique de construction de faire société, de cette logique de pacte républicain qui est transformée de toute façon par la société, et par le numérique, par la société numérique qui advient. Sur ce sujet, je crois qu'on est nombreux dans la salle à avoir contribué un peu au mouvement Civic Tech en France, et je crois qu'on a réussi un peu à montrer cet bouillonnement d'outils, d'initiatives. Et à ce stade, on arrive à un moment où on a pu montrer ce qui était possible, on a pu tester, expérimenter, mais on arrive à une espèce de plafond de verre où il faut qu'on puisse passer à l'échelle, disons. Et là-dessus, j'avais écrit un article à un moment où je disais qu'il faut passer de la version bêta, il faut dépasser la version bêta de la Civic Tech. Et donc, un peu les blocages que je vois à ce stade, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'on n'arrive pas encore à
donner l'impression aux citoyens que sa participation, sa contribution a un vrai impact dans la décision politique. Et je crois que c'est parce que les processus ne sont pas suffisamment institutionnalisés. Et donc, par exemple, à l'Assemblée nationale, j'essaye de porter ce message et de mettre en place des mécanismes qui puissent imbriquer, disons, ces solutions avec des mécanismes un peu plus formels, institutionnels. Donc, par exemple, on avait lancé une plateforme qui s'appelle Questions citoyennes, où sur une plateforme qui s'appelle Your Priorities en logiciel libre, etc., on avait demandé aux personnes de poser leurs questions et les députés reprenaient les questions et les posaient en tant que questions écrites ou questions orales au gouvernement. Donc on voit bien qu'on inscrit les nouvelles technologies dans des processus un peu plus formels où on sait quel est le résultat, où on sait ce qui vient après. On avait aussi réfléchi, par exemple, à mettre en place un budget participatif au niveau national, donc dans le cadre du PLF, donc qui est une ligne officielle pour disons, ce mécanisme. Le fait de constitutionnaliser aussi, par exemple, les mécanismes de pétition citoyenne. Donc voilà, l'idée vraiment d'inscrire ces nouvelles technologies dans des processus plus institutionnalisés. Bon voilà, c'est un des blocages principaux que je vois, mais il y en a plusieurs, mais je voudrais plutôt passer la parole. Merci. Il y a un élément que j'aimerais évoquer. Alors, forcément, la question des civic tech, elle est importante, mais je pense qu'il y a un élément qui est même plus fondamental que ça, qui est la question de la confiance. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir un engagement, une société démocratique, si on a une crise de confiance. Et la question de la confiance, en fait, c'est comme la confiance qu'on peut avoir chacun d'entre nous vis-à-vis de notre médecin, notre garagiste. C'est des choses qui sont assez simples, en fait. C'est qu'on veut de l'écoute, on veut de la compréhension, de la pédagogie, de la transparence. Enfin, il y a un certain nombre de principes un peu élémentaires. Et souvent, quand je suis en conférence, je pose une question de savoir, est-ce que vous pouvez dire si vous avez un souvenir de votre expérience personnelle un peu cauchemardesque avec l'administration? Et en général, il y a quand même pas mal de personnes qui disent « Ouais, moi j'ai eu tel problème ». Et en fait, ça commence là. C'est-à-dire que des problèmes juste sur l'accueil, sur l'écoute, sur la compréhension. Et je pense que des éléments, avant même peut-être parler de couches de civic tech où il faut instruire aussi. C'est-à-dire quand on fait de la concertation, on le voit bien, notamment sur des projets urbains, il ne faut pas faire d'angélisme, les gens ne sont pas d'accord entre eux. Et donc ça veut dire qu'il y a un moment où on décide, parfois dans le plus grand nombre, mais ça veut dire qu'il y a une quantité assez importante où ça ne va pas dans leur sens, et leur conclusion elle est sans appel. En gros, c'est n'importe quoi, on n'écoute pas ce que j'ai dit, etc., etc. Donc ça demande aussi d'éducation. Mais avant même d'aborder ces questions de civic tech, d'éducation, d'accompagnement, etc., je pense qu'il y a des éléments de confiance qui doivent nous interpeller en tant qu'acteurs publics sur notre quotidien, sur la relation à l'usager, sur des choses qu'on ne doit pas laisser passer, parce qu'aujourd'hui, encore, et je pense dans toutes les administrations, il y a encore trop de difficultés où effectivement, quand on a passé une expérience un peu douloureuse avec une administration, ça ne donne pas vraiment confiance, ça ne donne pas vraiment envie de participer, ça ne donne pas vraiment envie d'être citoyen, ça donne plutôt envie d'être un peu révolutionnaire. Bien enchaîner sur la confiance. Alors, je vais passer mon temps à vous raconter des histoires vécues. Vous êtes tous au courant qu'il y a eu un mouvement étudiant assez dense l'année dernière contre la loi ORE, et dans mon université, ça a été très dur, entre guillemets, ici aussi à Nantes. Et ça nous a pris de court. Pourquoi ça nous a pris de court? Parce que finalement, on avait en face de nous des étudiants qui étaient très engagés. On appelle tout le temps à l'engagement des étudiants dans nos projets, etc., etc. On est content de l'engagement des étudiants. Mais en même temps, ils étaient engagés dans le blocage, dans l'opposition frontale, on va dire entre guillemets, au gouvernement. Mais le gouvernement, nez à nez dans une université, ça finit par être nous, et donc on se retrouve en frontal. On a essayé de comprendre ce qui se passait, et je pense qu'il est d'urgence, enfin que c'est très important. Je pense que des gens comme Stigler ont largement commencé à faire ça. Il faut vraiment interroger les idéologies qu'il y a derrière ça. Je reviens sur ta question de confiance, là. Le modèle libertarien des GAFA, c'est pas neutre. Le discours sur le transhumanisme, c'est pas neutre. Et surtout, finalement, il y a des formes discrètes de diffusion de ces idéologies dont on ne débat jamais vraiment sur la place publique,
mais dont finalement on se retrouve aux prises. Je ne vais pas développer ici, mais ceux qui me connaissent ou me retrouveront sur Internet sous le thème social business, dans l'intervention sociale, dans la médiation numérique, il y a des traces de ces idéologies-là. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Que nos étudiants, ils faisaient de la politique à la Trump, c'est-à-dire que globalement, ils surutilisent le Twitter, Facebook, etc., etc. Mais que derrière, finalement, il n'y a pas de construction d'alternative. Il y a aussi une forme de pensée libertarienne d'un autre mode, etc., situationniste, nihiliste. Je ne sais trop rien de ça, mais je pense que c'est un vrai problème de société. Ça n'a rien à voir avec les mouvements étudiants qu'on a pu vivre auparavant. Et je me dis que ce que tu racontes sur la confiance vis-à-vis, on va dire, du premier accès aux technologies que nous formons, alors là, on va dire service public global, que ce soit éducation, territoire, etc., etc., elle sous-entend aussi qu'il y a une perte de confiance un peu généralisée qui finalement va trouver tout un tas d'arguments dans la vie publique ordinaire et qu'il faudrait vraiment qu'on réfléchisse à ça. Pour ma part, qui suis très très engagé sur la question du numérique éducatif, je ne trouve pas normal que l'ancien directeur du numérique éducatif du ministère de l'Éducation nationale parte avec armes et bagages chez Amazon. Ça, pour moi, ça fait partie d'une forme de modèle où, quand on redescend dans les guichets, dans les établissements scolaires, etc., qu'est-ce que vous allez dire aux collègues enseignants qui vous racontent ça? Voilà. Et moi, je crois que tu as absolument raison. Il y a une vraie question de refondation de la confiance, mais de refondation globale de la vie démocratique. Et l'abus des technologies, c'est la formule de Stigler. Enfin, là, sur la question démocratique, on est en plein pharmacon. Et dans l'état actuel des choses, ce qui se renoue comme débat démocratique dans les territoires a quand même beaucoup de mal à se nouer. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi sur les civic tech. C'est intéressant, faut y aller, faut discuter, etc., etc. Mais peut-être qu'on n'est pas prêt et qu'il y a un travail de remise en confiance vis-à-vis du politique, vis-à-vis de l'administratif, de l'exécutif en général, qui doit mettre à distance un certain nombre de travers ou de dérives technologiques. Oui, je pense que, tout début de l'éclosion, notamment des réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a eu un peu, tout d'abord un peu la frénésie des débuts, beaucoup de likes, c'était surtout, je dirais, une consommation passive des réseaux sociaux. Ici, on voit qu'au cours du temps, finalement, il y a eu une évolution aussi du comportement des gens vers une certaine libération de la parole, qui a eu des effets positifs, des effets négatifs, avec, ce qu'on peut appeler le café du commerce, qui maintenant se passe sur les réseaux sociaux, avec la différence qu'évidemment, on a des échos beaucoup plus importants à ce qui peut y être dit. Et donc, d'une certaine façon, je pense que autant ça présente des pour et des contre, autant petit à petit ça amène une certaine forme de libération de la parole aussi des gens, qui peut, je pense, être bénéfique à l'éclosion des civic tech. On voit de plus en plus de collectivités qui mettent en place des plateformes de participation citoyenne, et on voit que de plus en plus, maintenant, pour une grande ville, mener un projet important de transformation urbaine serait impensable sans informer le citoyen sur le projet et sans mener un minimum de concertation citoyenne sur le projet. Donc après, à voir évidemment ce qui en est fait. Ce n'est pas un gage non plus de nécessairement de démocratie, mais je pense que c'est quand même une évolution qui est quand même assez notable si on veut voir le côté positif des choses. Après, je pense qu'il y a aussi une évolution du côté des citoyens qui est d'apprendre aussi à formuler finalement des propositions constructives et d'outrepasser finalement la réactivité émotionnelle qu'on peut avoir sur certains projets. Et là, il y a probablement une éducation à faire aussi dès le plus jeune âge. Pour la plupart d'entre nous, on a découvert les réseaux sociaux, donc on n'a pas vraiment été formé à ça non plus. Mais je pense que pour les plus jeunes, il y a vraiment un travail important qui doit être mené, que ce soit par les parents, que ce soit par l'éducation, à finalement
pouvoir encourager cette capacité de proposition au-delà d'une simple consommation ou réactivité à des informations. Peut-être juste en complément, on évoquait tout à l'heure les questions de souveraineté et de souveraineté du peuple. C'est à l'exclusion de la segmentation du peuple. C'est tout le peuple. Et quand on est sur ces questions de civic tech, et on le voit notamment sur les budgets participatifs, il y a un risque important que les populations qui aient accès à ces services-là ne soient pas complètement représentatives. Je peux prendre un exemple assez simple, c'est celui du budget participatif de la ville de Paris, sur lequel il y a énormément de projets qui concernent des façades avec des végétaux, etc., comme si on pouvait croire que l'attente des Parisiens, c'est d'avoir des façades végétalisées. Donc il y a forcément des biais qui sont induits, et on le voit aussi sur, si on fait, on parlait de concertation sur des projets urbains. J'ai échangé avec Emmanuel Coste sur ce sujet-là il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, et forcément, si on fait les concertations sur les projets urbains à 17h, et ben à 17h, on a un type de population qui est extrêmement typé. Donc si on veut faire une vraie concertation, ça induit aussi d'aborder les choses de manière différente. Mais ça, c'est vrai sur la concertation physique, ça l'est aussi sur la concertation numérique. On va prendre quelques questions sur les différentes thématiques qu'on a abordées ou plus généralement sur... Monsieur. Si vous pouvez rapidement vous présenter avant de poser la question, c'est encore mieux. Avec plaisir. Jacques-François Marchandise de la FING. Je voulais juste abonder dans le sens de choses qui ont été dites, mais peut-être insister sur un point, c'est que entre les approches d'inclusion telles qu'on les travaille avec les acteurs de la médiation numérique et les questions démocratiques telles qu'on les travaille autour des civic tech, il y a encore un grand arc. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui n'est pas beaucoup fait. C'est des acteurs qui ne se connaissent pas tant que ça. Les gens qui vont travailler sur l'ingénierie de la concertation, du débat public, les gens qui travaillent en politique de la ville, dans des logiques de pouvoir d'agir, les gens qui sont allés dans des champs au fond d'accentuation de la démocratie et l'ingénierie de la participation, et puis les gens qui, d'autre part, ont cette approche autour de la médiation. Moi, j'ai un peu tendance à dire faisons-le plus. J'ai pu le constater, notamment en échangeant avec les chercheurs qui sont au sein du réseau d'EL, qui font un travail remarquable autour des civic tech et des questions démocratiques. En fait, il y a on n'est pas encore à l'intersection. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de gens qui auront travaillé sur les conditions premières d'inclusion permettant à des gens d'exercer leur citoyenneté dans un monde où une partie du débat et de l'expression se fait en ligne. Et je ne vais pas dire il y a ce niveau-là et puis ce niveau-là. Il y a beaucoup plus de croisements à faire entre ces deux niveaux-là. Et puis un troisième aspect qui a été évoqué tout à l'heure, qui est l'aspect de démocratie technique, c'est-à-dire de culture de la donnée, de compréhension des objets techniques qui sont sur la table dans le débat public. Est-ce que c'est mon téléphone qui gêne le micro? C'est possible. Mais en tout cas, voilà, on a un travail à faire pour nouer les fils entre ces aspects-là, puisque il n'y a pas les mêmes histoires en amont. Il y a à chaque fois des ingénieries assez fines qui peuvent être à l'œuvre, qui sont attentives au public, qui sont attentives à des conditions de base. Et il faut y travailler, tout simplement. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Une autre question ou intervention, remarque, suggestion? Voilà. Est-ce que ça marche? Moi j'ai une question. Est-ce que finalement on manque pas de... Oui, ça marche pas. Est-ce qu'on manque pas d'un récit en fait mobilisateur des citoyens? Est-ce que ce qui manque, c'est pas finalement un récit mobilisateur en fait, parce qu'on parle beaucoup d'action publique pour améliorer les services aux usagers, d'outillage, de civic tech. On dit on manque d'outils, on manque d'institutionnalisation des outils, on n'a pas assez d'outils. Puis finalement ensuite on dit il y a les outils mais il n'y a pas la confiance. Mais la vraie question c'est pourquoi il n'y a pas la confiance en fait? Qu'est-ce qu'on propose? Vous avez posé tout à l'heure la question et je la trouvais assez marrante en fait. Pourquoi, qui est prêt à arrêter d'utiliser Waze? Bien sûr, la personne, mais pourquoi on devrait arrêter d'utiliser Waze? C'est-à-dire, quel est le discours politique, ou en tout cas au moins le discours national qu'on propose derrière? En fait, quelle société on veut? Vers quelle société numérique on veut aller? Est-ce que ce discours mobilisateur, ce récit-là,
il existe aujourd'hui. Je ne suis pas sûr, et je pense que s'il existait, en tout cas, on arriverait peut-être à mobiliser les gens et à leur dire il faut arrêter d'utiliser Waze parce que je dis ça parce qu'on parle d'action publique et de société numérique, sauf que de plus en plus, j'entends derrière action publique, j'entends service aux usagers. Et si on pense l'action publique comme des services aux usagers, alors on s'inscrit en concurrence de services au public faits par des privés. Et j'espère en tout cas que l'action publique, c'est plus que de simples services aux usagers. J'ai une réponse, tentative de réponse à ça, mais moi je crois que la société numérique vers où on veut aller, c'est la société numérique où on donne le choix à l'utilisateur. Donc je ne crois pas qu'il faille obliger les personnes à ne pas utiliser un service ou quoi que ce soit. Il faut juste leur donner un maximum d'alternatives avec un maximum d'informations disponibles pour que la personne même puisse prendre son propre choix de façon informée. Et donc c'est là où je crois que la régulation qu'on doit commencer à construire est plutôt une régulation où on oblige à chaque entreprise à être le plus transparent possible, à ouvrir des données, à expliquer ce qu'elles font des données personnelles, à expliquer l'impact de leur service, de leur fonctionnalité, etc. Et que chaque personne, après avoir eu une formation, etc., tout ce dont on vient de parler, puisse prendre une décision en connaissance de cause. Donc c'est plutôt multiplier les alternatives, qu'il y ait de plus en plus et qu'il puisse y en avoir des solutions propriétaires, des solutions en logiciel libre, des solutions de tout type, en open data, avec les données fermées. Voilà, on n'est pas là pour dire exactement ce que les entreprises doivent faire, mais oui, pour leur exiger une transparence maximale et que chacun puisse après prendre sa propre décision. Moi, je trouve votre intervention, votre question centrale, absolument centrale. J'ai travaillé pendant 7-8 ans, Jean-François est dans la salle, avec un monsieur qui s'appelle Pierre Musso, qui avait monté une chaire qui s'appelait la chaire modélisation des imaginaires, soutenue par plein d'industriels et pas n'importe qui, Dassault Systèmes, Ubisoft, etc., etc. L'idée de base, c'était de faire de l'imaginaire, particulièrement numérique, un matériel de recherche. Et pourquoi ça intéressait les industriels? Parce qu'une partie des industriels savent très très bien que finalement, ce qui crée l'usage, ce qui crée l'achat, c'est un jeu entre les imaginaires et les représentations qui vont vous emmener à acheter ou à utiliser tel ou tel système. C'est excessivement inégalitaire. Ma formule, moi, c'est systémique, multiscalaire, situé. Ça veut dire que tout ça est très complexe, à plusieurs échelles, et que systématiquement, c'est le sujet, c'est la personne elle-même qui va choisir ou non d'utiliser. Et là, prendre en compte ça dans les politiques publiques, c'est compliqué. Sauf que, avec des travaux de recherche comme Capacity, on sait que les environnements capacitants, on est en train de travailler sur configuration capacitante, fonctionnent avec ce qu'on appelle l'alignement axiologique, c'est-à-dire porter un certain nombre de valeurs. C'est un peu comment je retraduirais la question du grand récit politique, en fait. Ce qu'on constate, et ce qui est plutôt très rassurant, c'est que sur des territoires qu'on a étudiés, des villes, des territoires ruraux, etc., de l'usager à l'acteur, il y a partage d'un projet numérique commun. On va appeler ça un petit récit. Voilà, un petit récit, mais qui va mobiliser des gens sur 20 ans. Je pense à l'exemple de la ville de Brest. On vient d'inaugurer avec quelques collègues des médiateurs le réseau Cibanjou. Enfin, il y a des réseaux sur des territoires qui vont construire ça. Force est de constater, nous travaillons là-dessus tous les jours, et j'essaye de faire bosser mes étudiants et mes doctorants tous les jours dessus, qu'aujourd'hui, le grand récit démocratique européen numérique n'existe pas. Enfin, il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Si ça fonctionne à l'échelle locale, ça fonctionne sur des valeurs qui sont les valeurs de coopération, enfin, ce qui est tenu dans, on va dire, le côté, pour reprendre les images Star Wars, le côté lumineux, la coopération, le territoire, l'empowerment, etc. Il y a quand même un côté beaucoup plus compliqué qui est développé à longueur de temps dans les GAFA.
mes étudiants me démontrent tous les jours en ramenant des documents qu'effectivement, on est plutôt du côté de l'emprise, du côté de l'aliénation, que du côté de l'émancipation et de l'autonomie. Et je pense que ça ne transparaît... Enfin, dans le débat public, c'est compliqué. Il y a du débat quand même. On est en train d'en discuter. La preuve, on est en train de le faire ici. On est un peu loin de l'avoir installé dans le débat public, mais c'est très bien qu'on commence à se poser ce type de questions. Pour être clair, il me semble que les GAFA le font tous les jours. Quel imaginaire je mets en scène, quel storytelling je mets en scène pour proposer tel service, ils font ça tous les jours et je vous assure que leur grand récit à eux, il est calé et travaillé tous les jours. Nous, on a du mal à le faire. Enfin, je pense que c'est un vrai sujet de société. Moi, je pense que vraiment, au-delà de la souveraineté publique, je crois qu'il y a vraiment un concept très important qui est celui de souveraineté citoyenne. Il ne faut pas oublier que donc, on parle de GAFA et d'autres, ce sont des entreprises. Ça veut dire qu'à partir du moment où elles ne vendent pas leurs produits ou leurs services, elles n'ont plus de raison d'exister. Donc, faut pas, je pense que aussi, il faut chacun d'entre nous se rappeler que finalement, en tant que consommateur, on a aussi un certain pouvoir et une certaine quand même influence potentielle. Et il faut pas. Enfin voilà, je pense que ça c'est quelque chose dont il faut être vraiment conscient. Il y a eu un exemple aussi, voilà, peut-être qui peut peut-être être un peu plus optimiste. C'est l'exemple de Google Duplex. Donc, je suppose que vous en avez entendu parler. Donc, cet assistant virtuel d'intelligence artificielle que Google a présenté et qui est capable donc de prendre rendez-vous chez le coiffeur en se faisant, voilà, vraiment passer pour un humain. Il y a eu vraiment des réactions, voilà, je vais dire très pas dire outré, mais bon, voilà, de dépassement de bornes, j'ai envie de dire, au niveau de l'imitation de l'humain. Et Google a fait marche arrière à ce niveau-là. Donc voilà, faut pas, je pense aussi, c'est très important, cette notion d'empowerment, comme je pense Oriane en a parlé, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut vraiment promouvoir et encourager. Une dernière intervention. Oui, c'était juste par rapport à l'intervention de Rémi Sellier tout à l'heure. Moi, ce que j'entends, qui est une chose très importante, c'est le fait de dire si on s'y prend pas bien, on est dans une société numérique où la question n'est plus démocratique, la question est consumériste. Et donc, en fait, un numérique dont on est le client et jamais le citoyen, ça pose probablement un problème, y compris par rapport à la question de l'action publique. Je l'incarne avec un exemple qui est celui de la Smart City. Avant-hier, j'étais avec Luc Belot autour de questions du rapport qu'il avait fait sur la Smart City il y a quelques mois, que je trouve remarquable personnellement, et dont le troisième principe, les deux premiers, gouvernance, souveraineté, on les comprend bien. Le troisième, c'est ville numérique inclusive. Ville numérique inclusive, on creuse dans son rapport. En fait, il n'en a pas beaucoup parlé, donc on avait organisé un débat dans lequel on en a parlé. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas encore clairement décrit. Et ça rejoint le fait que ce récit-là n'existe pas. En revanche, toute une partie de notre animosité à l'égard d'une certaine vision de la Smart City, c'est que c'est un récit dont nous ne voulons pas. Et c'est-à-dire que ce n'est pas le nôtre, parce que cette ville-là, elle n'est pas urbaine. Elle ne prévoit pas de l'imprévu, elle ne laisse pas d'espace de liberté, etc. Et donc, à chaque fois qu'autre chose s'invente, c'est pour l'habiller en disant c'est la ville en intelligence, des intelligentes, etc. Mais en tout cas, en essayant de contourner l'espèce d'arrogance trop cadrée de la ville numérique et en essayant de trouver quelque chose d'habitable là-dedans. Moi, je pense que c'est typiquement un cas dans lequel le numérique peut en gros, nous éloigner de la citoyenneté, nous rendre clients, y compris du territoire. Je trouve ça très intéressant qu'une partie de ce qui se raconte vienne de logiques territorialisées, etc. On n'a pas l'alignement axiologique entre la Smart City et les acteurs de la ville. C'est pas vrai. En revanche, il y a moyen de construire davantage de prise sur la ville. Et pour ne pas laisser de côté la question consommation comme si elle était indigne, je trouve ça très intéressant quand, par des voies de la consommation, on va vers la citoyenneté, ce qui est le cas, par exemple, sur Open Food Facts ou sur ce type de logique, au fond, des citoyens consommateurs qui partagent des communs
pour, j'allais dire, exercer un socle de valeur en plus que de faire des économies. C'est comment est-ce que je voudrais que la société soit, au fond, respectueuse de sujets qui sont importants pour moi. Très bien, merci beaucoup. Une toute dernière question pour monsieur à laquelle nous allons répondre brièvement. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a une petite incohérence dans le discours, parce que quand on parle d'un côté de 15 millions d'exclus et de démocratie, je pense que ça renferme un petit peu peut-être ça renferme un peu une incohérence. Ce n'est qu'une opinion qui n'engage que moi, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Peut-être ça manque de pertinence. Je pense qu'on est tous convaincus que c'est un enjeu de société et que c'est pas une question. Enfin, je pense qu'on n'est pas sur un débat cohérent ou pas cohérent. C'est que moi, j'ai posé les chiffres vrais de la situation de l'exclusion, de l'inclusion numérique aujourd'hui. C'est un défi collectif. Il y a énormément de gens qui sont aujourd'hui ici et qui participent à résoudre, en tout cas à tenter de le résoudre, tenter de résoudre ces fractures. Pardon, je suis un peu fatiguée. Donc en fait non, c'est pas une incohérence, je pense que c'est un défi collectif, on partage le défi, on l'incarne à notre niveau, vous l'incarnez pour beaucoup d'entre vous à votre niveau tous les jours au quotidien, en proximité avec des gens, etc. Donc non, c'est un défi. Les démocraties ont toujours eu des défis à relever. La question de l'inclusion numérique, la question de faire société à l'heure du numérique, d'accompagner des personnes sur plein de sujets, c'est l'enjeu de la société. Et voilà, pardon, je suis pas du tout claire, je m'excuse. C'est pas une incohérence, je pense, c'est juste poser le sujet à l'heure de la société numérique. Effectivement, il y a ces 15 millions de Français. C'est pas dramatique au sens, comment dire, on n'est pas pessimiste, et c'est pour ça qu'il y a ce type d'événement aussi, c'est montrer qu'il y a des initiatives qui visent à résoudre ce problème, montrer qu'il y a des forces collectives, montrer qu'il y a une énergie, montrer qu'il y a un combat qui est à mener. Et voilà. C'est que j'aimerais juste ajouter une petite remarque, c'est que les 15 millions d'exclus sont généralement dans des zones blanches, parce que la fracture a deux aspects. Il y a la question de l'éloignement géographique et il y a la question aussi de l'instruction. Et vu que c'est le quart de la population française, je pense que l'usage du mot démocratie, c'est un petit peu déplacé. C'est pas vraiment son contexte. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on peut voir un décalage d'un côté entre la réalité du terrain, avec des difficultés rencontrées par une part importante de la population au quotidien, liées au numérique ou pas que, et la réflexion qui peut sembler un peu bobo de se questionner sur est-ce que je suis un bon citoyen, etc. Quelqu'un qui est en difficulté pour mettre son CV sur Pôle emploi, il ne se pose pas la question de savoir si c'est un bon citoyen ou si ce n'est pas un bon citoyen. Enfin, il est sur une autre réflexion. Il ne se demande pas si le récit de la ville intelligente il est adapté, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir ce décalage-là. Pour autant, j'entends aussi le besoin de faire du storytelling, de raconter une histoire, d'avoir une vision, ce qui n'empêche pas derrière de vouloir accompagner tout le monde à des niveaux qui sont différents. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Je pense qu'un sujet n'exclut pas l'autre, et que c'est un peu ce que disait Jacques-François Marchandise. Je pense qu'il faut effectivement, au contraire, faire un lien d'ensemble entre tout ça, et c'est peut-être ce qui nous manque, et ce qui peut effectivement, pour le coup, donner l'impression de ce décalage et de cette réflexion à double vitesse. Je vais soutenir Oriane, qui est très fatiguée, en essayant de reformuler ce qu'elle a dit avec mes propres mots. Parce que là, bon, vraiment, je ne pouvais pas te laisser comme ça.
pour moi, c'est absolument pas une incohérence dans le premier bouquin sur la fracture numérique que j'ai eu l'honneur d'écrire avec des collègues. On avait identifié un pouvoir particulier des usages qui était le pouvoir de dévoilement. C'est-à-dire qu'en gros, quand on fait l'analyse des usages, on dévoile des processus qui peuvent être individuels, mais aussi des processus collectifs. Et quand on parle des 15 millions, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dévoiler l'état de la société à plein de niveaux différents, parce que 15 millions, c'est pas 15 millions pauvreté, précarité sur le mode Emmaüs Connect. Non, non, ça c'est à mon avis à peu près un tiers, et ceux-là on les connaît, c'est les populations dites de la solidarité, etc. Mais il y a aussi les déconnexions volontaires. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne veulent plus du numérique. Ça pose une question de citoyenneté directe. Il y a aussi les déconnexions involontaires. Deux cas de situation. Les déconnexions involontaires, les zones blanches, ça pose des questions d'équipement des territoires, des questions industrielles, on est complètement sur autre chose. Et puis aussi le quatrième âge, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un des fronts de l'inclusion numérique, c'est la situation des personnes âgées dépendantes qui arrivent avec une augmentation forte de l'e-administration et se retrouvent complètement démunis, etc. etc. Je ne vais pas tous vous les décliner, les 15 millions, mais il y a tout un tas de situations et de catégories qui vont jusqu'aux jeunes décrocheurs, etc., etc., qui nous posent des questions citoyennes à des niveaux différents. Donc pour moi, ce n'est pas du tout incohérent. Au contraire, ça révèle la complexité de la situation. Et surtout, je pense que par rapport au débat qu'on a eu sur territoire ou national, il n'y a pas de réponse politique globalisante et générale à tout ça. Il faut prendre les sujets les uns après les autres, les travailler les uns après les autres, et la plupart du temps au plus près des territoires. Ce que moi je décrivais comme la cohérence axiologique, c'est que il faut quand même une ligne directrice générale. Et pour moi, la ligne directrice générale, c'est le numérique inclusif, c'est l'accès aux droits et à la citoyenneté numérique de tous nos concitoyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je voulais juste dire une chose. Je pense qu'il serait au contraire antidémocratique de ne pas se dire qu'il y a aujourd'hui, avec les explications de Pascal, différents types de publics, mais 15 millions de personnes aujourd'hui en situation d'exclusion, même si c'est une notion compliquée. Mais je pense qu'en fait, il serait plutôt antidémocratique de ne pas se le dire. Et donc poser le sujet, poser des chiffres, c'est sensibiliser des gens qui ne le pensent pas, qui vont me dire « mais vous êtes sûr vraiment que c'est 15 millions ?» Donc ça pose déjà le fait que on s'en rend pas forcément compte et on n'a pas forcément envie de le voir. Ça objective les enjeux pour les élus, pour les pouvoirs publics, pour les acteurs, etc. Donc voilà, ça a le mérite de poser le sujet et de montrer qu'il y a une urgence et qu'il y a une exigence collective à agir. Donc voilà, j'ai essayé de formuler mes propos plus clairement. Oui, je veux peut-être contribuer avec un angle un peu différent. Pendant l'examen du projet de loi sur la réforme constitutionnelle à l'Assemblée, on avait commencé à réfléchir sur la possibilité de mettre en place une charte du numérique comme la charte de l'environnement. Et en réfléchissant à quels étaient les grands principes ou les grands droits qu'on devait pouvoir mettre en œuvre, on avait tout de suite buté contre le droit d'accès à Internet et le droit à la formation au numérique, parce qu'on s'est rendu compte que ces droits, c'est-à-dire que le numérique est devenu une... alors, je vais reformuler. On est tous un peu fatigués. Il y a des droits et des libertés constitutionnelles qui aujourd'hui sont médiés par le numérique. C'est-à-dire, si on parle de droit d'accès aux services publics, quand on aura tous les services publics dématérialisés, les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas une connaissance des usages n'auront pas ce droit d'accès aux services publics. Si on parle de droit de liberté d'expression, si on parle de la liberté d'entreprendre, ce sont tous des droits constitutionnels qui nous constituent en tant que citoyens. Et donc, c'est des droits et des libertés démocratiques et qui aujourd'hui se déploient de plus en plus dans l'écosystème numérique. Et donc si on ne veut pas avoir
une citoyenneté à deux vitesses entre ceux qui auront accès à Internet et pourront manier, manipuler et comprendre ces outils et ces usages, et ceux qui ne pourront pas le faire. Il faut qu'on puisse avoir ces données, il faut qu'on puisse avoir, voilà, pour pouvoir agir dans ce sens. Et voilà, on était au stade de se dire, il faut qu'on mette dans notre constitution, qui est voilà, la loi suprême, le fait de penser à l'insertion numérique comme on est en train d'y travailler depuis ce matin. Voilà. Je crois qu'on est tous d'accord en vrai.